Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter. Alors, merci pour l'invitation. Alors, je suis très honoré d'être là. Hein. Donc, j'ai vu qui passait, alors je suis un peu inquiet, mais je suis sûr que je ne crains rien. Alors, il y en a, ils sont là pour différents mérites. Moi c'est surtout parce que j'ai ramené l'alimentation de Pierre-Louis qu'il avait oublié à une conférence. Donc, mais je suis quand même très honoré d'être là. Ça me fait très plaisir. Que l'eau soit claire, le câble d'alimentation. Oui, le câble. Donc, c'est vraiment... Mais c'est utile pour l'ordinateur. Je vais vous présenter un travail, plus sérieusement, un travail qu'on fait avec Huynh Pham qui est à Diderot, et puis Matteo Bazei qui était à Diderot aussi, qui était un post-doctorat, et qui a été financé à la fois par l'Institut Le Bachelier et puis par l'initiative de recherche Finance des marchés de l'énergie. Et c'est un travail, moi je suis plutôt économiste et je m'intéresse à des questions liées à l'énergie et des questions liées à la transition énergétique, des choses comme ça. Et je m'intéressais ici à la coordination de production centralisée et de production décentralisée. Alors je vais expliquer. Donc l'agenda, ça va être ça. Je vais parler un petit peu du problème. Je vais décrire le modèle amplement. Et après, je vais décrire les résultats. Alors, tous les calculs sont dans le papier. Le papier est accessible sur Archive, où les calculs sont complètement détaillés. Je vais pas rentrer dans les calculs. Comme dit souvent Huynh, ils sont directs mais fastidieux. Hein. C'est-à-dire à peu près 10 pages de calcul pour arriver à chaque résultat, mais c'est assez systématique. Et puis, je vais conclure. Donc le problème, c'est la chose suivante. Pour faire face au changement climatique, il y a des politiques énergétiques qui sont mises en place parce que le secteur énergétique est un des secteurs qui produit le plus de carbone. Un tiers des émissions dans le monde est lié au secteur électrique. Donc il y a énormément de choses qui se font sur les secteurs électriques avec beaucoup de décarbonation, beaucoup de politiques et d'incitation à la décarbonation des systèmes électriques. Et donc il y a une technologie, c'est les énergies renouvelables, qui sont beaucoup subventionnés, qui servent à décarboner les systèmes électriques partout dans le monde. Donc ce serait formidable si dans les systèmes électriques, ça ne poserait pas nécessairement beaucoup de problèmes, mis à part les questions de subvention, si en fait les énergies renouvelables n'étaient pas intermittentes. Alors intermittentes, ça veut dire quoi? Ben oui, les énergies solaires et les énergies photovoltaïques, ça produit quand l'input est là, donc il faut du soleil et puis il faut du vent. Quand il n'y en a pas, il n'y a pas de production. Donc bon, voilà, ça pose un certain nombre de questions. Alors, ça pose des tas de problèmes du point de vue de electrical engineering. Electrical engineering, ça pose des tas de problèmes au moment où vous installez des centrales éoliennes, où vous installez du photovoltaïque. Ça va induire des problèmes sur les systèmes électriques parce que les systèmes électriques n'étaient pas conçus pour recevoir de la production au niveau des réseaux de distribution. Et notamment, beaucoup ces productions intermittentes sont installées au niveau des réseaux de distribution, et donc ça fait des problèmes de type qui se posent pour les ingénieurs électriciens, que ça pose des problèmes au niveau de la tension, ça pose des problèmes au niveau des flux. Bon, donc voilà, j'ai travaillé longtemps sur ce truc, mais moi j'y peux rien, je suis pas electrical engineering. Pour ça, je ne peux pas grand-chose, donc c'est plus des problèmes de régulation électrique, des choses comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe du point de vue économique sur le développement de ces énergies. Alors, dans la littérature, les gens sont intéressés à plusieurs questions. D'abord, il y a eu un problème qui est toujours d'actualité sur le coût réel des technologies de type éolien ou de type solaire ou de type à cause des coûts induits sur le système électrique. Donc, quand je dis les coûts induits, c'est maintenant qu'il y a de l'intermittence, il faut renforcer les réseaux, il faut augmenter les types de production, il faut rajouter de la production flexible. Et donc ça, ce sont des coûts induits. Alors, ça fait des externalités, c'est-à-dire je mets une éolienne qui me coûte $1000 par kilowatt, mais en plus, il faut que je rajoute
dans le système électrique, soit des centrales à gaz, soit que je fasse des manipulations sur le réseau, que je fasse des choses. Donc il y a une littérature importante là-dessus, sur quel est le coût réel de ces énergies. Alors je cite Josko, Borenstein, et en fait il y a toute une littérature là-dessus qui essaye d'estimer le coût des externalités là-dessus, parce que, on va le voir, j'en ai besoin de ce truc pour le modèle, parce que à la fin, le consommateur, il doit les payer, ces coûts. Il va devoir payer ses coûts, quelqu'un va devoir le faire. Donc, il va falloir le faire. Donc ça, c'est une des premières questions. Puis il y a une deuxième question, c'est la viabilité de ces énergies renouvelables dans le marché, puisque, bon, il y a des subventions qui ont été mises, et les subventions, l'idée des subventions, ça a été de dire, bon, je subventionne à la date zéro des technologies qui sont peut-être plus chères, mais qui sont décarbonées, et puis avec du learning by doing, avec de l'augmentation de la production, ben, les coûts unitaires vont diminuer, et puis à un moment, elles seront viables dans le marché, c'est-à-dire que l'État public, la puissance publique n'aura plus besoin de mettre de l'argent sur la table, les technologies seront suffisamment efficaces pour qu'elles vivent avec les prix de marché. Alors le problème, c'est que ces technologies, que ce soit l'éolien ou le solaire, elles ont des coûts de production marginaux qui sont nuls. Une fois qu'elles sont là, elles produisent et le coût de production, marginalement, c'est zéro. Du coup, en fait, elles ont tendance à faire baisser les prix. Plus on en met, plus les prix baissent. Alors, il y a eu la question, c'est quelle est la quantification, par exemple, de l'effet baissier de l'introduction des technologies d'énergie renouvelable dans le système. Alors, il y a un papier de Green et Leautier qui travaille là-dessus et qui est plutôt pessimiste, puisqu'il arrive à la conclusion qu'en fait, comme elles font baisser les prix, leur coût baisse quand on en met beaucoup, mais elles font baisser les prix, et ben ce ne sera jamais viable et il faudra toujours subventionner. Donc voilà, si on résume les choses comme ça va être comme ça. Bon, ça c'est une deuxième type de question. Puis il y en a une, je vais pas beaucoup en parler, c'est la mesure. Comment on mesure la production, surtout, et là c'est important, c'est la production distribuée. Il y a deux catégories de production renouvelable raccordées au réseau de distribution. Vous allez mettre des éoliennes sur du 80 kV. Mais ça, ce n'est pas votre maison. Donc c'est quelqu'un, c'est un investisseur, il a mis les éoliennes, il a raccordé malgré tout au réseau de distribution, il a le droit, il fait comme ça. Très bien, il fait ça. Bon, ça injecte des flux, ça fait des choses, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est une première technologie, et ça, c'est bien mesuré. Ça, c'est bien mesuré, c'est de la production, c'est bien mesuré, ça va faire un truc. Le deuxième problème, c'est plus sérieux, c'est vous mettez des panneaux photovoltaïques chez vous, et à ce moment-là, la question, c'est qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on mesure votre consommation nette, donc votre consommation défalquée de la production de vos panneaux photovoltaïques, ou est-ce qu'on mesure les deux? Je vais mesurer combien vous avez produit en photovoltaïque et combien vous avez consommé en électricité, et je vais faire deux tarifs différents. Je vais faire un tarif pour votre consommation et un tarif pour votre production d'électricité, de type photovoltaïque. Donc, il y a des papiers là-dessus qui s'intéressent justement à cet effet. Si on doit mesurer les deux, il faut deux compteurs, c'est plus cher, mais en même temps, ça permet de faire les bonnes incitations, ça permet de faire les bonnes choses. Moi, je ne vais pas supposer ça, je vais supposer que tout se passe bien et que je n'ai pas de problème d'effet de mesure. OK. Et puis, il y a une grosse littérature, et moi, je vais m'intéresser à celle-là, sur finalement le choix technologique entre des sources d'énergie intermittentes, mais qui, à coût marginal zéro, mais qui n'émettent pas d'émissions, par rapport à de la technologie qui, elle, va être carbonée, elle va émettre, mais elle n'a pas cette externalité liée à l'intermittence. Elle n'a pas de choses comme ça. Et donc là, il y a une série de papiers. En fait, il faut vraiment lever la tête. Vous voyez bien, mais moi, il faut que je lève la tête. Alors, donc, il y a beaucoup de choses là-dessus. Alors, Acemoglu, c'est un papier qui travaille beaucoup sur l'aspect macroéconomique du développement de ces technologies. Et si on regarde, celui-là, le Gowir-Hanskaran et Acemoglu, c'est à peu près la même chose. Ça va être des gros modèles où ils vont étudier quelles sont les externalités liées au développement des énergies intermittentes qui émettent zéro carbone. Est-ce qu'il faut les subventionner et comment il faut les subventionner? Puis Aflake et Netesin, eux, ça va être des modèles très microéconomiques comme on a l'habitude de le faire. C'est-à-dire c'est juste des modèles à deux pas de temps. Au pas de temps zéro, je dois décider si j'investis dans quel type de technologie j'investis, intermittent, décarboné ou pas. Et puis, au pas de temps suivant, la production se réalise et puis il y a une variable aléatoire qui se réalise et qui fait ça. Et là-dessus, à partir de ça, ils en déduisent quel est le meilleur compromis qu'il faut prendre entre les deux. Bon, ça c'est formidable. Ça va être... Alors, moi je voyais tout ça, je trouvais ça intéressant, mais pas tant que ça. Et puis, si on réfléchit un peu, il y a une partie qui est peut-être
la plus intéressante du point de vue de la modélisation et du point de vue des interactions, c'est finalement les panneaux photovoltaïques. Alors pourquoi les panneaux photovoltaïques, c'est ce qu'il y a de plus intéressant? C'est parce que c'est décidé par un consommateur. Le consommateur, il va décider si oui ou non il met des panneaux photovoltaïques sur son toit. Et pourquoi il fait ça? Si on pense à la rationalité du consommateur, bien parce qu'il va faire un compromis entre la facture d'électricité qu'il paye annuellement et puis finalement le fait d'investir dans une technologie qui va lui permettre de réduire sa consommation appelée du système centralisé, et donc ça va lui permettre de réduire sa facture d'électricité. Donc du point de vue du consommateur, en fait, il a un moyen de réduire sa facture d'électricité en investissant dans une technologie. Et c'est tous les consommateurs qui peuvent faire ça. Ok, très bien. Et du coup, les producteurs qui ne sont pas complètement naïfs, ils le conçoivent, ça. Ils conçoivent que les consommateurs, maintenant, ils ont accès à une technologie qui leur permet de réduire leur consommation. Donc les producteurs peuvent tout à fait se dire, ah ben là, je suis dans une situation où finalement, c'est plus de la concurrence avec d'autres producteurs, c'est de la concurrence même avec mes propres consommateurs. Mes consommateurs, maintenant, je suis dans une situation où si je pratique des prix très élevés, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont investir dans des panneaux photovoltaïques et puis moi, ma consommation va baisser. Donc mes revenus vont baisser. D'accord? Et par contre, si je pratique des prix très bas, je vais avoir moins de revenus, mais ils n'auront aucun intérêt à mettre des panneaux photovoltaïques. Donc quand on réalise ça, on se dit, tiens, finalement, alors c'est pas nécessairement, mais un des points importants du point de vue des interactions stratégiques liées au développement de cette source d'énergie distribuée, c'est le fait que maintenant, les producteurs et les consommateurs sont dans une relation stratégique. Et ils sont dans une relation stratégique un peu particulière. C'est dans une relation stratégique, alors ça dépend comment on regarde les choses, mais vous, votre facture d'électricité, vous ne décidez pas le prix qui est proposé par le producteur. Vous recevez votre facture d'électricité et dessus, il y a marqué, vous payez 15 centimes du kilowattheure. Okay, donc si, imaginons que vous êtes dans un système de monopole, la seule chose qui limite le producteur à pratiquer des prix élevés, c'est l'élasticité de la demande. C'est le fait que les consommateurs, si les prix sont très élevés, eh bien, il va consommer moins. Okay? Donc, le producteur, lui, il va décider ce prix P. Et une fois qu'il a décidé ce prix P, les consommateurs peuvent faire leur arbitrage en disant je mets des panneaux photovoltaïques ou j'en mets pas. Okay? Donc moi, ce qui va m'intéresser dans ce travail avec Huynh et Matteo, c'est ça. C'est finalement l'interaction stratégique entre les consommateurs et les producteurs. Voilà, ça c'est la seule chose. Bon, alors après, je commence par la fin. Et parce que comme ça, même si vous dormez pendant le truc, même si vous n'avez pas jusqu'au bout, au moins vous avez les résultats. Donc, donc je montre les résultats et après je montre le modèle qui arrive à ces résultats. Donc on va faire un modèle qui est assez contraint. Hein. Vous allez voir, il y a un certain nombre de contraintes pour la modélisation. Mais donc, les résultats auxquels on arrive avec ce modèle, il y a d'abord une série de résultats qui sont de type sanity check. On vérifie que du point de vue de l'intuition économique, tout va se passer bien. Donc nous, on va faire un modèle dans le cas, les grandes lignes, c'est que je vais avoir un producteur qui va devoir décider combien il investit en production centralisée carbonée et quel prix il fait payer au consommateur. Et le consommateur, lui, il va en déduire combien il installe de panneaux photovoltaïques. Okay? Donc ça, c'est le baseline du modèle. Donc on va trouver et on va comparer cette situation, la situation du marché laissez-faire, ou des acteurs, avec le Pareto. S'il y avait un planificateur bienveillant qui devait faire le choix technologique pour tout le monde, qu'est-ce qu'il ferait? Okay, donc c'est ça que je vais faire dans le truc. Donc on va d'abord trouver des résultats qui sont juste conformes à l'intuition économique et qui sont extrêmement basiques. D'abord, le consommateur, lui, il investit dans la technologie distribuée si et seulement si le coût unitaire de la production distribuée est moins cher que le prix de la production centralisée. Ça paraît quand même raisonnable. Si c'est moins cher, je mets des panneaux. Si c'est moins cher que le prix que me pratique le producteur, je vais mettre des panneaux, sinon je ne mets rien. Je ne vais pas m'embêter. Ça, c'est simple. La firme, elle va toujours investir. Elle va investir juste le complément. Elle va juste investir le complément nécessaire à satisfaire la demande résiduelle du consommateur. Le consommateur, il va consommer, on va voir, il a une demande qui va être constante D, il va investir un certain nombre de panneaux photovoltaïques, et puis le producteur, il va compléter le résidu de la demande. Il va toujours faire ça, c'est l'investissement qu'il va faire. Le planificateur bienveillant, lui, il va juste comparer
pour savoir s'il investit et combien il investit dans les productions distribuées et les productions centralisées, il va juste comparer les différences de coûts. C'est vraiment un calcul tout simple. Il va comparer si la production distribuée elle est moins chère que la production centralisée, je vais en mettre, sinon je n'en mets pas. Et par contre, dans ces calculs de coûts, il va bien tenir compte aussi du transport. Il va tenir compte du transport et il va tenir compte aussi de la taxe carbone pour faire cet arbitrage. Mais l'arbitrage, économiquement, il est absolument simple. Par contre, voilà, donc ça c'est bien parce que c'est sanity check. Au moins, on trouve des résultats conformes à l'intuition et parfaitement prévisibles et inintéressants d'un point de vue de l'économie. Je n'ai pas besoin de faire un modèle comme on va voir avec des équations compliquées pour arriver à ce type de résultat. Par contre, pour la suite, la modélisation qu'on a choisie, elle apporte quelque chose. Alors, d'abord, on va avoir des coûts d'ajustement. On va avoir des coûts d'ajustement. Dans notre modèle, on aura des coûts d'ajustement parce qu'il va falloir à un moment dire comment on satisfait une demande qui va être une demande nette qui va être intermittente. Il va falloir dire comment on satisfait cette demande intermittente et donc comment on augmente ou comment on baisse la production centralisée. Donc ça va être des coûts d'ajustement. Augmenter ou baisser la production, ça va être le coût nécessaire à suivre un brownien. Combien ça me coûte? Eh bien, plus les coûts d'ajustement sont élevés, moins on fera de production distribuée. Mais ça, c'est même pour la production centralisée. Donc là, je vais dire, parce que ça, c'est un résultat inattendu, mais intuitif quand on y réfléchit. Même si les coûts d'ajustement de la production centralisée sont élevés, on pourrait dire, alors plus les coûts d'ajustement de la production centralisée sont élevés, ça veut dire qu'il ne faut pas en mettre de ce truc-là, ça coûte super cher à ajuster. Non. Plus ceux-ci sont élevés, moins on mettra de production distribuée. Et on verra pourquoi. C'est parce que c'est uniquement la production centralisée qui est capable de suivre le brownien. Eh bien, on s'en fiche. Que ce soit la production distribuée ou que ce soit la production centralisée, si on n'est pas capable de suivre le brownien, on n'en met pas. On en met le minimum. Donc ça, c'est un résultat inattendu, mais qui est aussi d'ailleurs conforme à d'autres résultats qui sont trouvés dans la littérature et qui disent, eh bien, les coûts d'ajustement, moins un système est flexible, plus c'est coûteux de mettre des productions intermittentes. Donc moins il faut en mettre. Donc par exemple, dans un système où vous auriez que de l'hydraulique comme en Norvège, ce n'est pas très coûteux de mettre des productions distribuées et des productions intermittentes, parce que c'est hydraulique, il suffit d'appuyer sur un bouton et on suit tout de suite la demande. Mais par contre, dans un système où il n'y aurait que des centrales charbon extrêmement peu flexibles, rajouter des productions intermittentes, ce serait extrêmement coûteux, juste pour les coûts d'ajustement. Ok, donc ça c'est un premier résultat. Donc, après, il y a une deuxième qui est très jolie, celui-là est très joli, c'est quelle est la stratégie optimale que doit appliquer la firme face à ce consommateur qui, du jour au lendemain, peut décider ou pas de mettre des productions distribuées. Donc là, il faut se mettre à la place du producteur, et il y a deux situations pour le producteur. Donc je l'ai dit au début, soit je pratique des prix très élevés, et à ce moment, il va en mettre plein, mais je gagne beaucoup d'argent. Soit je mets des prix très bas, il n'en met pas, mon coût, ma marge elle est plus petite, mais la quantité que je vends est plus grande. Donc c'est un compromis comme ça. Donc il y a deux situations, c'est de quel système part-on? Si on part d'un système électrique où à la condition initiale il n'y a rien, c'est le désert, et il s'agit de savoir combien on met de production centralisée et combien on met de production distribuée. Donc le producteur il est face à ça, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire c'est très simple, je vais mettre très peu de production centralisée, je vais en mettre très peu, mais je vais par contre tarifer extrêmement cher le moment où le producteur ou le consommateur a besoin de ma production. Donc je vais investir très peu, une toute petite quantité, ça ne va pas me coûter cher à l'investissement. Par contre, ça va me rapporter beaucoup parce que je sais que de toute façon, le consommateur va avoir besoin de cette production. Donc et là, c'est ce qui est le plus rentable. Par contre, si on part d'un système, et tous les systèmes électriques sont comme ça, on part d'un système où en fait la consommation elle est satisfaite par de la production centralisée. D'accord, puisque c'était comme ça. Avant, il y avait des productions centralisées partout, et c'est la production distribuée qui est rentrée. Et à ce moment, ça va être le contraire. Le producteur, qu'est-ce que ça va lui coûter maintenant de se trouver dans une situation où il a investi déjà dans le passé une grande quantité, il a mis toute la production centralisée satisfait la demande, et maintenant il voit apparaître de la production distribuée. Qu'est-ce qu'il va faire? Le raisonnement rationnel, c'est de dire, si je laisse rentrer de la production, moi je vais devoir diminuer ma production. Donc je vais devoir désinvestir. Désinvestir, ça va aussi me coûter.
Donc je ne veux pas désinvestir. Ça va me coûter de l'argent juste pour perdre des parts de marché. Donc qu'est-ce que je fais? Je pratique des prix plus bas. Donc je vais pratiquer des prix plus bas pour rendre les panneaux photovoltaïques le moins intéressants possible. Donc c'est comme ça qu'on résume ça. Je résume ça. La stratégie optimale de la firme, qui dépend de la condition initiale, ça va être prix élevé, pas de marché, part de marché petite si le système doit être construit à partir de zéro, et ça va être le contraire si le système est comme les systèmes actuels. Ok, ça c'est le dernier truc. Après, les choses qui sont plus attendues, mais l'équilibre de marché, ça va conduire mécaniquement à mettre beaucoup plus de production distribuée que ce que ferait Pareto. Uniquement parce qu'on va voir, c'est un jeu de type Stackelberg, et un jeu de type Stackelberg, ça diverge par rapport à un truc de Pareto, et ils vont en mettre mécaniquement plus. Et puis, dernier point, il y a deux manières de développer, dans ce modèle, il y aura deux manières de développer les énergies renouvelables, ou bien en taxant la production centralisée, ou bien en subventionnant les productions directement distribuées. Et dans nos modèles, on trouve que c'est quasiment la même chose. Ça va être quasiment la même chose, ça aura à peu près le même effet, le marché laissez-faire fera la même chose. Okay, donc maintenant, vous avez les résultats. Donc, et maintenant, quel est le modèle qui amène à ça? Bon, alors, on va voir le modèle. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez, hein, dans toutes les langues. Voilà. Alors, le modèle, comme ça. Donc, on va considérer, on va résumer les choses. Alors, je sais que normalement, je sais pas, il n'y a pas de Millfield, hein, mais on verra, mais il y a quand même des équations compliquées. Alors, je vais expliquer aussi pourquoi on se retrouve avec des équations compliquées, mais bon. Alors, nous, on va considérer une situation très simple. Il n'y a que deux acteurs. Il y a un consommateur représentatif. Le consommateur représentatif, il peut investir dans des panneaux photovoltaïques ou bien pour autoconsommer, ou il peut acheter de la production du producteur centralisé. Okay, il peut acheter les deux. Et puis, il y a une firme représentative qui peut investir dans la production centralisée émissive. Je considère que c'est émissif. Et tout, elle va émettre des carbones pour satisfaire la consommation résiduelle du consommateur. Et il s'engage à satisfaire cette consommation. On verra qu'il voilà, y est, et il va lui proposer un prix. Il va lui proposer un prix, il va décider de la quantité qu'il investit, il va lui proposer un prix et il dit à ce prix-là, je m'engage à satisfaire ta demande résiduelle. Okay, et on va s'intéresser à deux situations. L'optimum social, il y a un planificateur bienveillant qui doit faire le meilleur compromis entre ces deux technologies pour satisfaire la demande du consommateur. Et puis le marché laissez-faire. Et le marché laissez-faire, c'est un Stackelberg. C'est un jeu de Stackelberg. Le leader, c'est le producteur. Le follower, c'est le consommateur. Le consommateur, s'il connaît le prix P et la quantité investie par le producteur, il va pouvoir faire l'arbitrage économique de dire, ben, dans ces conditions, moi j'installe tant de panneaux. Et connaissant la réaction du consommateur, le producteur peut déterminer à la fois la quantité qu'il investit et le prix qu'il va pratiquer. Okay, et puis, alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a que ça, mais on va s'intéresser au comportement à long terme de chacun des acteurs et de chacune des situations. On a le transitoire, mais on n'a pas tout le temps. On n'a pas toujours on n'a pas toujours les calculs, les résultats, tout ce qu'on veut, et les variables et les machins dans le cas transitoire. Et puis bon, mais on va regarder et on comprend bien ce qui se passe uniquement en regardant les comportements à long terme du système. Okay, donc voilà, donc le modèle du consommateur. Alors, là ça commence. Bon, alors. Donc c'est un problème en horizon infini. Le consommateur, il va investir d'aujourd'hui jusqu'à l'infini. Il a un taux d'actualisation ρ. Et puis, dans sa fonction objective, vous voyez, il y a plusieurs composantes. Alors, sa variable de contrôle, c'est le taux d'investissement en panneaux photovoltaïques. C'est alpha T. C'est lui. Attendez, je me suis trompé là. Il ne faut pas se tromper de bouton. Voilà, c'est celui-là. Celui-là. Son contrôle, c'est alpha T. C'est le taux d'investissement. À chaque fois qu'il investit un panneau, ça va être des panneaux par unité de temps. Ça va lui coûter C, ça c'est le prix du panneau. Je vais parler de ce coût-là juste après. Et puis, il a un coût d'ajustement. On va voir s'il va augmenter ou diminuer plus rapidement son stock de panneaux photovoltaïques. Il va payer un petit coût gamma d'ajustement. Alors vous allez voir pourquoi c'est important. Voilà. Donc, il va payer ça. Et puis, X, ça va être la variable de stock. X, ça va être beaucoup de choses en même temps. Ça va être beaucoup de choses en même temps parce qu'on essaye de limiter le nombre de variables pour rendre les calculs tractables. Alors du coup, ça pose des problèmes, mais X, ça va être deux choses. X, c'est en même temps
la capacité installée de panneaux photovoltaïques et l'énergie produite. Sinon, il me faudrait deux variables. Donc, j'en ai qu'une. J'en ai qu'une seule variable et ça a besoin des deux. Donc, quand j'investis avec le taux alpha t, il y a un coefficient de conversion. Un panneau photovoltaïque ne produit pas de 1 MW, ça ne produit pas 1 MW en base, ça produit moins. B, c'est le facteur de conversion, c'est le facteur de charge, qui vaut à peu près 0,15 ou 0,25 selon la région dans laquelle on se situe. Voilà, c'est ça. Et puis, par contre, le point qui est important, c'est qu'on va considérer que le bruit, lui, il est proportionnel à la capacité installée. Plus je mets de panneaux, alors, vous allez voir pourquoi, plus je mets des panneaux, plus je vais être quand même sensible à la production photovoltaïque, plus je vais être dépendant de la production photovoltaïque. Alors, si on considère qu'on est à... Alors, ça, c'est un point important, parce que quand même, il y a des choses bien dans le modèle. Si, on va me dire, mais comment ça se fait que ça ne se moyenne pas, et comment ça se fait qu'il n'y ait pas de foisonnement entre les investissements, par exemple, faits en panneaux photovoltaïques à Nice, à Pau, en Bretagne et dans le Nord? Non, nous, c'est un consommateur représentatif, donc malgré tout, on va représenter avec ça, on va représenter le fait que, quelle que soit la région où on est, si moi je mets des panneaux photovoltaïques sur mon toit, je reste dépendant du climat local qui se passe au-dessus de ma tête. Si je n'ai pas de lumière ou de soleil ce jour-là, je n'aurai pas de production. Okay? Alors, ça, c'est l'aspect positif de la représentation de la production de ce point de vue. L'aspect négatif, je le dis tout de suite, parce qu'on nous l'a dit plusieurs fois, donc comme ça, j'évite les questions. C'est, mais votre truc, si vous arrêtez d'investir, si j'arrête d'investir, dx, ce x se comporte comme un brownien géométrique. Ça veut dire que la variance continue à augmenter constamment dans le futur. Donc ça, c'est pas très réaliste. Mais c'est pas grave. On va s'en tirer. C'est pas très réaliste parce qu'on n'a qu'une seule variable. On a une seule variable qui représente à la fois la production installée et l'énergie produite. Il nous en faudrait au moins deux, une pour la capacité installée et une pour l'énergie produite. Donc on est en train de travailler sur une version comme ça, mais rien qu'avec ça, on va voir que déjà, on obtient des choses, et je ne pense pas que d'ailleurs, mettre les deux, on est en train de le faire, ça va changer les choses. OK. Donc ça. Et un commentaire sur le gamma alpha t carré. À quoi ça sert? Alors il y a une raison mathématique. Moi, je préfère avoir des fonctions strictement convexes, parce que comme ça, je vais être sûr d'avoir un équilibre. C'est un truc. Et aussi, on essaye de représenter, ce sont des modèles d'investissement. Les modèles d'investissement, généralement, c'est plus impulsionnel. On investit une quantité, ça nous paye un coût fixe, et puis après on ne fait rien, et puis après on réinvestit, c'est plutôt des choses comme ça, par des choses continues. Donc si on ne met pas de petits coûts quadratiques, à ce moment on récupère des choses, des modèles d'investissement qui sont bang-bang. On va se mettre à investir infiniment une certaine quantité et moins l'infini de l'autre côté. Donc j'ai quand même besoin de ce petit coût, et il s'interprète quand même très bien. C'est vraiment un coût d'ajustement, puisque je vais le payer que je veuille augmenter ou que je veuille diminuer mon taux de panneaux photovoltaïques. OK. Donc ça, c'est la fonction d'investissement. Après, j'arrive là-dessus. Je garde ce terme-là pour la fin. D-X, c'est la demande résiduelle du consommateur. Demande résiduelle du consommateur, comment il la satisfait? Il la satisfait en achetant l'électricité au producteur au prix P. Okay? Donc il ne décide pas P, mais il décide, voilà, lui il va décider ça. Il va payer le prix P, et puis vous voyez qu'il va payer quelque chose en plus. Il va payer θ. θ, c'est quoi? θ, c'est le prix que le consommateur doit payer pour le fait que c'est de la production centralisée qu'il achète et que cette production, elle a été transmise, elle a été transportée. Elle a été transportée comment? Avec du réseau de transport et du réseau de distribution. Et qu'il faut payer ces infrastructures. Et qui c'est qui paye ces infrastructures? À la fin, c'est toujours le consommateur. Vous regardez votre facture d'électricité. Sur votre facture d'électricité, il y a la part énergie et il y a la part transport. C'est cette part transport. Je suppose que la part transport, elle est exogène. C'est-à-dire que le θ, il est fixé et il ne dépend pas de la quantité dont vous avez besoin. Le premier modèle, on fait comme ça, c'est exogène, c'est θ, c'est 50 € du mégawattheure, et c'est comme ça. Okay? Pour un premier modèle, on a besoin de ça. Bon, voilà, comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, dernier point, le point qui fait que je pense voilà, c'est intéressant ici, il y a une partie de coût qui est proportionnelle à la variance de la production. Alors, on a beaucoup... Alors ça, c'est un petit peu... Donc, nous on cherchait des... Voilà, maintenant,
on cherchait des applications, des problèmes de machines contrôlées à l'énergie. Donc, il nous faut quelque chose qui dépende des lois. Donc voilà, on a trouvé ça. Alors, pourquoi il y a un terme de variance? Alors, ce n'est pas lié à l'aversion au risque du consommateur. Le consommateur, je suppose qu'il est neutre au risque, il n'y a pas de fonction d'utilité, il n'y a rien. Par contre, je vous ai parlé des coûts induits de la production intermittente sur l'ensemble du système électrique. Ces coûts, même si c'est très difficile dans la littérature de les identifier proprement, il y a quand même un consensus pour dire que ces coûts sont quand même proportionnels au moins à l'intermittence. Et l'intermittence, ici, elle est mesurée par la variance du processus. Donc de dire, ce que je dis, c'est qu'il y a un coût linéaire lié à l'intermittence. C'est tout ce que je dis. C'est le minimum que je peux faire. Et le prendre linéaire, c'est la garantie de peut-être qu'on va pouvoir arriver à résoudre analytiquement ce problème. Donc ce terme-là, c'est exactement les coûts induits par la production intermittente sur l'ensemble du système électrique et qui sont in fine facturés aux consommateurs. Ils sont facturés par le transport et la distribution. Ça m'a coûté tant. Ce que tu as fait en termes d'installation de panneaux, ça m'a coûté tant, je te le refais payer. Okay? Voilà, donc ça c'est bien. Et alors, grâce à ce terme, c'est formidable, c'est un terme Makin. Donc là, Huyen et Matteo étaient très contents. Voilà, c'est un terme Makin. On a fait le contraire. On a mis le terme variance et après on s'est dit qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire. Mais c'est exactement ça. Là maintenant, on a un critère qui dépend de la loi du processus. Okay? Et le sens que l'on donne est vraiment, là, de la littérature est parfaitement justifié. Et puis là, pour le consommateur, il voit P de T comme un processus aléatoire, c'est une variable aléatoire. Donc lui, son problème, le problème du consommateur, c'est un problème de contrôle optimal Makin-Vlasov à coefficient aléatoire, mais qui est linéaire quadratique. Donc celui-là, on a une chance de le résoudre de manière analytique. Et en fait, on sait le résoudre de manière analytique. Okay? Donc ça, c'est le consommateur. Le producteur. Le producteur, il a à peu près le même type de critères. Donc il a aussi, lui, il va investir dans une capacité de production qui va s'appeler Q. Et j'ai qu'une seule variable. Ça représente à la fois la capacité installée et la production. Je suis obligé de truc. À chaque fois qu'il installe 1 MW de production centralisée, il paye NU, il paye H. C'est le prix de la puissance installée. Et puis, il a un coût d'ajustement delta. S'il veut augmenter ou baisser, et c'est avec lui, c'est avec lui, alors je vais faire les choses dans l'ordre. Donc voilà, ça c'est sa fonction de coût. Q évolue de manière déterministe. Il n'y a pas de bruit. Lui, il ne subit aucun bruit. Q va évoluer, ce taux d'investissement c'est nu, et Q va croître proportionnellement à nu. Et il n'y a pas de bruit ici. C'est en ce sens que Q, je dis que c'est commandable. C'est parfaitement commandable. Je vais dire tout. Et quelle est la contrainte pour le producteur? Le producteur, lui, il s'engage à satisfaire D-X. Ça, D-X, c'est la consommation résiduelle du consommateur. Okay? Et doit investir Q pour se rapprocher le plus possible de D-X, et il y a une pénalisation quadratique. Ça, c'est exactement la satisfaction de la demande d'électrique qui est représentée. Je ne peux pas prendre en compte, je dois rester dans le cadre linéaire quadratique. C'est ça la contrainte. Il faut que tous mes trucs soient linéaires quadratiques. Sinon, je ne pourrais pas résoudre analytiquement. Donc la contrainte de satisfaction de demande, c'est tout simplement la pénalisation quadratique de l'écart entre demande résiduelle et puis production du producteur centralisé. Okay? À chaque fois qu'il produit Q, il est subi une taxe carbone pi. Pi peut être 0. À ce moment, il n'y a pas de taxe carbone. Par exemple, si c'était de la production nucléaire qui est décarbonée, eh bien, pi serait 0. Okay? Mais par contre, la flexibilité, le delta serait beaucoup plus élevé. Okay? Et puis, il gagne de l'argent. Il gagne combien d'argent? Il gagne le prix qu'il pratique fois la consommation résiduelle. Okay? Pour le producteur, ce problème-là, ce n'est pas un problème Makin, c'est un problème de contrôle optimal standard avec coefficient aléatoire qui est P de T, qui est ici, qui est P de T. Okay? Donc ça, c'est standard. Pof, 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 bon voilà. Donc là, on a les deux. Et que va faire le social planner? Le social planner, c'est la somme des deux fonctions objectifs. Pour le social planner, il a la fonction de coût qui dépend de l'investissement en production de panneaux photovoltaïques,
le coût de l'investissement en production centralisée, la production carbonée qui est là, le coût lié à l'intermittence, le besoin de satisfaire la demande avec les deux technologies, et puis ce terme qui reste, qui est important parce que, alors, ce terme il reste pourquoi? Parce qu'il faut la construire, la ligne, donc il faut la payer, il faut la financer. Donc, il y a toujours le θ d-x. Remarquez que le θ d-x, qui est un coût lié à la production centralisée, avec un pi qui est ici, qui est lié aussi à la production centralisée, fait le pendant du eta qui est ici. C'est-à-dire que pour que le problème soit joli, il faut bien qu'il y ait un compromis à trouver entre des technologies avec des désavantages. Si tous les avantages étaient à la même technologie, il n'y aurait aucun problème. D'accord? Donc voilà, hein, voilà. Et puis dx, ça suit cette dynamique, et dq, ça suit. Et ça, c'est aussi un problème Makin. Linéaire, quadratique, Makin-Vlasov. Là-dessus. OK? Très bien. Il s'avère que donc, Huyen travaille sur ce type de problème depuis un certain temps, et en fait, il a mis au point une méthode très simple de résolution des Makin-Vlasov linéaires quadratiques, où on n'a même pas besoin de connaître, enfin, qui peuvent se faire avec un étudiant de M2 peut le faire, s'il connaît la formule d'Ito, il peut le faire, et c'est assez mécanique, et dans le cadre linéaire quadratique comme ça, beaucoup de choses se simplifient, et on peut appliquer vraiment les méthodes d'identification qu'on peut faire pour les problèmes de contrôle optimal linéaire quadratique non Makin-Vlasov. Donc ça se généralise vraiment très bien, et c'est juste du calcul algébrique. On peut ramener tout ça à un problème de calcul algébrique. Donc une fois qu'on a tout ça, hop, on a des résultats. Alors, on va regarder le comportement de l'agent. Comportement de l'agent à long terme. Comportement de l'agent à long terme. Alors, si on suppose que le prix a une limite stationnaire, donc à long terme, il sait que les prix de l'électricité pratiqués par le producteur vont atteindre une limite qui est P bar, alors à ce moment, lui-même, il va avoir une capacité installée qui va admettre une limite à long terme et qui est donnée par cette relation. Si P bar est le prix à long terme, X, ce que je note X chapeau infini, c'est combien il va installer de panneaux à long terme. Et vous voyez qu'il fait un calcul d'arbitrage extrêmement simple. Il prend le prix qu'on lui pratique, et il va payer le tarif d'acheminement d'électricité θ, et bien il va comparer P bar plus θ à combien ça lui coûte unitairement d'investir dans un panneau photovoltaïque, et ça c'est ρC sur B. Okay, ça c'est exactement la unité ρ, c'est le taux d'actualisation, C c'est combien ça coûte un panneau, B c'est le facteur de charge. Okay, donc il compare les deux, si cette quantité elle est positive, j'en mets, si c'est négatif, j'en mets pas. Et puis combien je vais en mettre, ça va dépendre en fait. Tous les paramètres qui sont là, c'est des paramètres liés, ça c'est le taux d'actualisation, ça c'est la volatilité de la production intermittente, gamma c'est le coût d'ajustement et eta c'est le coût de l'externalité. Donc ça, il va juste dépendre, la vitesse, ça dépend uniquement des vitesses et des paramètres liés aux dynamiques, uniquement liés à ça. Okay, donc là, c'est parfaitement simple. Et puis, vous remarquerez que finalement, le consommateur dans cette situation-là, sa demande en panneau photovoltaïque, c'est exactement comme une fonction inverse de demande, qui dépend du prix, et avec une élasticité qui est 1 sur 2 sigma carré K. Donc finalement, plus le prix est élevé, moins j'en fais. Et c'est linéaire. Très simple. Donc ça, il ne faut pas s'attendre. Et puis, dernière remarque, les choses bougent dans le bon sens. On s'attend, tout bouge dans le bon sens. Si sigma augmente, s'il y a plus de volatilité, c'est plus coûteux d'en mettre, je mets moins de panneaux. Sigma carré K, ça augmente avec sigma. Même chose pour eta. Alors je vais faire eta, c'est le coût de l'intermittence, c'est eta fois la variance de x. Plus eta est grand, plus ça me coûte, moins j'en mets. Ça va dans le bon sens, eta il est là. Et gamma, attention, il y a gamma qui est ici et gamma qui est là, mais ça marche dans le bon sens. Plus les coûts d'ajustement sont élevés, ici, consommateur, gamma il est là, plus ça me coûte d'ajuster le nombre de panneaux qu'il faut pour satisfaire ma consommation, moins j'en mets. Bon, mais ça, je veux dire, là, il n'y a pas de secret. Là, c'est vraiment simple. Mais tout va dans le bon sens. Là, il n'y a rien d'étonnant. OK. Proposition 2. Que va faire la firme à long terme? Je regarde, la firme à long terme, qu'est-ce qu'elle fait? Ça, c'est Q chapeau infini. Ça dépend de ce que va faire le consommateur, ça dépend de X alpha.
ben, il va satisfaire D moins X alpha moins un petit terme. Et si lambda est extrêmement grand, c'est-à-dire c'est la pénalisation de la contrainte de satisfaction de demande, ben, ce terme il est très petit, donc en fait il satisfait D moins X. Et il installe autant de capacité qu'il faut pour satisfaire D moins X. Et donc s'il y a un prix à long terme, s'il pratique un prix à long terme, ça va être exactement D moins X chapeau infini, truc. Donc, ça me paraît assez simple. Moi je vais prendre lambda très grand, donc je peux ce terme-là je m'en fous. Ce terme-là, il n'a aucune importance. Pour lambda est très grand, ce truc est très petit. Et donc, qu'est-ce qu'on en dit? Le producteur, il investit exactement ce qu'il faut pour satisfaire la demande résiduelle. Donc, du point de vue de ce problème-là, la question du producteur n'a rien à... La question de la capacité installée par le producteur, elle a très peu d'intérêt. La seule question qui est importante pour lui, c'est le prix. Quel prix il va pratiquer. OK? Bon, ça, c'est ce truc. Pof. Proposition 3. Maintenant, que va faire le planificateur bienveillant? Le planificateur bienveillant, dans ce truc, il va faire une chose très simple. Lui aussi, il va comparer des coûts. Mais qu'est-ce qu'il va comparer des coûts? ρh plus pi, c'est quoi? ρh plus pi, ρh, c'est exactement l'annuité d'investissement d'1 mégawatt en production centralisée. Pi, c'est la taxe carbone. Il va comparer ça, c'est exactement le coût unitaire d'investissement dans une production centralisée. Et ça, c'est exactement combien ça me coûte d'investir dans une production décentralisée. Et il y a juste un truc, le θ, il y a un moins de vent. Et c'est pas, oui, parce qu'à chaque fois qu'il investit 1 mégawatt en production décentralisée, il économise le coût de transport. C'est pour ça qu'il y a un moins. Donc c'est un substitut. À chaque fois que je mets de la production centralisée, ça m'économise du coût à chaque fois que je mets de la production distribuée, ça m'économise du coût de transport. Donc voilà, je déduis. Et puis, même chose, il y a, ça c'est 2 sigma carré sur K1. Ça, K1, bon, là on ne peut plus le résoudre de manière analytique. C'est une constante qui est solution d'un système de Riccati. Le système de Riccati, on peut pas, il est très grand, voilà, on ne peut pas le résoudre analytiquement, mais voilà, c'est une constante qui dépend de tous les paramètres. Et même chose, là par contre, on va regarder comment varient les paramètres. Bon, mais là c'est simple. Et qu'est-ce qu'il va faire côté production centralisée? Il va, même chose, il y a le même terme, pi plus ρh sur 2 lambda, donc il va satisfaire exactement la consommation résiduelle du consommateur, modulo un petit terme qui dépend de la pénalité de la consommation, de la pénalité de la contrainte, c'est tout. Toc toc, voilà, tac tac, voilà, c'est formidable. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des choses après? Est-ce qu'il y a des choses? Voilà, alors ça c'est le premier résultat. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est, même si vous ne le voyez pas dans le truc, ce qui m'intéresse, c'est, bon, en fonction des coûts relatifs des deux technologies, le planificateur bienveillant dans lesquels il investit. Bon, entre H et C, la comparative statique, il n'y a rien, c'est pas intéressant. Ça, c'est trivial. Si la production centralisée est plus chère, j'en mets moins. Tout, okay. Par contre, les coûts d'ajustement. Donc les coûts d'ajustement, c'est les termes qui sont devant les termes quadratiques. Donc c'est delta et gamma. C'est les deux qui m'intéressent. Qu'est-ce que j'attends? Moi, je m'attendais à la chose suivante. Eh bien, plus la production centralisée est chère, moins j'en mets. Donc plus delta, le coût d'ajustement de la production centralisée, est élevé, eh bien, moins je mets de production centralisée, puisqu'elle est plus chère. Donc j'en mets moins. On trouve le résultat contraire. C'est-à-dire que si on regarde les delta et les gamma, ils interviennent dans K11. Donc on arrive à montrer que K11, c'est une fonction croissante des deux paramètres gamma et delta. Pas seulement de gamma, mais de delta aussi. Ils interviennent dans le même sens. Donc ce qui veut dire que, aussi, si la production centralisée a des coûts d'ajustement plus élevés, eh bien, ça veut dire que je mets moins de production distribuée. Et alors, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Une fois qu'on trouve d'abord on a pensé que c'était faux et tout, donc voilà, mais après donc on a trouvé. Donc ça c'est bien. Alors on regarde, une fois qu'on a fait ça, il suffit de regarder le problème pour dire ah bah oui c'est normal. Le planificateur bienveillant, il a ça comme problème à résoudre. Ok. Et puis, finalement, ce qui l'embête, c'est ça, hein, c'est la contrainte de satisfaction de demande. Il doit faire en sorte que X, la somme de ces deux quantités, c'est égal à D. Et, alors, je n'ai peut-être pas dit, mais D est constant. Parce que comme ça, on a une variable d'état en moins. Et puis, l'intermittence et le bruit, il est uniquement porté par la production intermittente. Donc, je peux vraiment dire
c'est à cause de la production intermittente que je mets telle ou telle technologie. Donc comme D est constant, imaginez vous avez deux technologies, il y en a une Q qui est parfaitement déterministe. Si j'installe Q égale D, je tue ce terme. Vous êtes d'accord? Si je fais Q égale D, je tue ce terme. Par contre, tant qu'il y a ce terme, X, j'ai du bruit. Donc je n'arrive pas à fitter et à faire en sorte que ce terme soit tué. Donc tant que la production centralisée, elle permet de tuer ce terme quadratique qui coûte très cher, hein, et quadratique, donc dès qu'il y a un écart, ça va me coûter bonbon. Alors que ce terme-là, ce X, lui, va constamment engendrer un bruit qui va constamment nécessiter de l'ajustement et de faire d'arriver à suivre ce brownien. Donc plus ça est coûteux de suivre le brownien, ben moins j'en mets. Mais quelle que soit la technologie, que ce soit la technologie X ou la technologie Q, je n'en mets pas. Okay, donc voilà. Donc ça c'est vraiment très simple et très joli. Donc je dis ça parce que bon, vous dites rien, mais bon. Deuxième chose. Alors deuxième chose, tac tac tac. Alors voilà. Ah oui, voilà. Oui, ça aussi c'est bien pour mes anciens camarades. Voilà. Imaginons, je regarde là. Si je regarde ce résultat-là, et je me dis, bon, imaginons qu'à la date 0, tout est installé en production centralisée. Donc dans mon modèle, je n'ai pas nécessairement prévu du désinvestissement. Mais pour regarder une situation de désinvestissement, il suffit de faire H égale à 0. Je ne gagne H égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai plus qu'un coût quadratique. Je fais ici H égale à 0. Donc je n'ai plus que ce coût quadratique qui va représenter mon coût de désinvestissement. Si je veux diminuer ma consommation, je vais diminuer Q, je vais autoriser nu à être négatif, je vais pouvoir diminuer, et si j'avais Q égale D, maintenant je peux autoriser à diminuer. Ok, je fais H égale à 0. Je fais H égale à 0. Voilà, ici je m'autorise à faire H égale à 0. D'accord? Je fais H égale à 0. Mais alors à ce moment, pour pouvoir mettre du X étoile, il faut absolument que pi compense ce terme-là. Ça veut dire qu'il faut vraiment une très grosse taxe carbone pour autoriser le fait de désinvestir. Alors, je dis ça parce que je crois qu'actuellement, on est en surcapacité partout en Europe. Si on regarde ce qui se passe en Allemagne, il y a eu un très très grand investissement en production distribuée, que ce soit de l'éolien ou du solaire. Mais ce qu'on voit moins, c'est que ça n'a pas induit une diminution des autres capacités. Les centrales charbon sont toujours là, et ce sont des centrales charbon qui vont remplacer des centrales nucléaires. Donc il y a un problème. Et pourquoi? Oui, parce que c'est exactement ça. Le système, il est en production centralisée, il n'y a pas de taxe carbone. J'ai mis le truc, bon, ben oui, pourquoi je vais désinvestir? Voilà, ça c'est bien. Donc ça plaît. Et on va voir qu'on va retrouver ce type de résultat tout à la fin. OK. Maintenant, les prix d'équilibre. Je regarde. Prix d'équilibre. Jusqu'à quelle heure? Tu auras 10 minutes encore. J'ai encore 2 minutes. D'accord. Ça va. OK, maintenant on s'intéresse au prix. Alors, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir implémenter l'optimum de Pareto qu'on a vu précédemment, mais sans avoir à dire aux gens exactement ce qu'ils doivent faire. Moi, je veux juste déterminer un prix, je vais déterminer le prix de la production centralisée, et naturellement, les agents vont faire exactement ce qu'il faut. OK. Donc, alors, là, on n'y arrive plus. C'est-à-dire que là, toute cette partie-là, on arrive à calculer, surtout Mathéo, on arrive à calculer non seulement les limites à long terme, mais aussi tout le transitoire. Donc X de T, Q de T, tous les transitoires, on les a, etc. On a tout le truc. Voilà. Enfin, donc on a tout. On peut tout calculer. On a tout. Par contre, le problème qui va devenir embêtant, c'est quand on va vouloir en fait trouver des prix d'équilibre. Alors, pour Pareto, je pense qu'on l'a, parce que là aussi, c'est juste ce problème-là. C'est juste ce problème-là qui est linéaire quadratique. Mais il n'y a pas P. Voilà. Il n'y a pas P dans ce problème-là, il n'y a pas le prix, il a disparu, c'est juste un coût de transfert, donc dans celui-là, il n'y a pas P. Par contre, je voudrais pouvoir déterminer, par exemple, un processus de prix P
tels que si j'envoie ce processus de prix P à la fois au producteur et au consommateur, ils font exactement ce que le social planner aurait voulu. Bon, ça, on n'y arrive pas. Ça, on n'y arrive pas. La seule chose, le truc, c'est ça. On va s'intéresser uniquement, donc ça, c'est le Pareto, l'équilibre de Pareto. Alors, est-ce que je regarde? Oui, oui. Donc, nous, ce qu'on arrive à faire, ce qu'on arrive à calculer, et à donner, c'est la limite à long terme du prix de Pareto. Combien il doit valoir à long terme pour que, finalement, les acteurs fassent exactement ce que le social planner aurait voulu comme équilibre à long terme. Ça, on arrive à le récupérer très facilement. Et d'ailleurs, celui-là, il se lit et il se comprend bien. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi le prix optimal de Pareto? Ça va être une combinaison linéaire de deux coûts, et même une combinaison convexe de deux coûts. Rho C sur B moins θ, vous vous rappelez, c'est exactement le coût unitaire de la production distribuée. Et ρh plus pi, c'est le coût unitaire de la production centralisée. Eh bien, il va trouver un compromis entre les deux, et le compromis de prix qu'il va trouver entre les deux va amener le système exactement à l'équilibre qu'il voudrait. Okay, et on peut montrer que K11, il est strictement plus petit que K, c'est très joli, et donc ça marche parfaitement. Alors ça, c'est Pareto, c'est bien, on est capable de l'implémenter. Si le prix régulé de l'électricité, c'était ça, étant donné les prix, pof, on aurait exactement l'équilibre qu'on veut à long terme. Donc il y aurait juste ça à faire. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Parce que, oui. Ça, c'est le Pareto, il dit, mais le marché ne se débrouille pas comme ça. Le marché, dans notre modèle, le marché, c'est Stackelberg. Le marché, il y a le producteur qui va déterminer sa production, qui va déterminer son prix, et puis les consommateurs qui vont réagir. Donc ce qui m'intéresse, moi, maintenant, c'est le marché. Que va faire le marché si on laisse les acteurs agir librement? Et c'est là qu'on ne peut plus calculer. Qu'est-ce que ça veut dire on ne peut plus calculer? Moi, je peux calculer exactement la réaction optimale du consommateur X. Attendez. Je peux calculer la réaction optimale du consommateur pour n'importe quel processus de prix X chapeau P de T. Si vous me donnez un processus de prix, on a même le transiteur, on connaît X chapeau. L'idée, c'est de prendre ce gars-là, X chapeau de T, de l'injecter dans la fonction du producteur et de trouver le P optimal. Bon, ça c'est... Oui, mais X chapeau de P, ça fait 3 lignes. Quand on prend ce truc-là et qu'on l'injecte dans ça, c'est plus linéaire quadratique. Et là, je veux dire, là on renonce. Donc c'est là qu'on est obligé de réduire nos ambitions et de dire, bon, eh bien, on va uniquement regarder le problème stationnaire. Donc je vais perdre tout le transitoire. Et qu'est-ce que je vais me poser comme problème? Je dis, bon, OK, imagine que la variable de décision du producteur, c'est uniquement P bar. Donc ça va être uniquement la limite à long terme. Il va déterminer la limite à long terme de son prix. Connaissant la limite à long terme de son prix, le consommateur il va réagir, il va investir X chapeau infini de P bar. Et moi, je vais essayer de trouver, je sais, pour ce X chapeau de P bar, je vais déterminer quel est mon investissement optimal. Voilà. Et maintenant, connaissant la relation X chapeau de P bar, eh bien, je vais pouvoir trouver le P bar qui va minimiser mes coûts de fonction. Donc je recommence, parce que là, ce n'était pas clair. Je recommence. Donc je vais m'intéresser à ce problème-là. Si je fixe P bar, je connais ce gars-là, et je vais trouver l'infimum qui permet de minimiser mon coût de production. Okay, et maintenant, je vais chercher le P bar qui minimise encore ce coût de production. Donc avec ça, je vais bien, alors parce qu'on minimise des coûts, c'est bien ça va bien maximiser le revenu du producteur. Okay, et ça, je peux calculer. Et ça, on peut calculer, on peut trouver. Alors, quand on dit on peut calculer, il faut quand même être patient, mais on y arrive. Hein. Donc, celui-là, on y arrive. Les formules sont... Stackelberg, c'est jamais très joli parce que c'est pas symétrique. C'est pas symétrique, alors il y a constamment des choses un petit peu pas très jolies. Mais, donc, on va définir plusieurs quantités. D'abord, maintenant, je suis obligé de te dire quelle est la situation du système à la date 0. Donc, je vais définir un premier prix qui est PFQ. Alors, je vais faire comme ça, avec le truc. PFQ. Et puis, xi, ça va être juste un nombre qui dépend des paramètres. Je le connais de manière évidente. Et je sais maintenant, ce que j'appelle P bar, P de diamant de Q, c'est le prix à long terme de Pareto si, à la date 0, il y avait Q capacité en production centralisée. Et ça va être aussi une combinaison convexe de deux prix. P indice D, c'est exactement le prix minimum
pour lequel le consommateur fait tout en panneau voltaïque. Il va tout faire en panneau voltaïque pour ce prix PD. Si le prix est assez bas, je fais tout en panneau photovoltaïque. Et PF de Q, c'est plus dur de savoir qu'est-ce que c'est que ce PF de Q. C'est pratiquement combien ça coûterait au producteur si l'autre faisait tout en panneau photovoltaïque. C'est aussi un prix. Alors l'interprétation est plus difficile. Mais là, on les a tous comme ça, voilà, on les a tous. Et maintenant, question, il y a deux questions. Généralement, le prix de Pareto est inférieur au prix de Stackelberg. Généralement, le producteur, dans une équipe de Stackelberg, il pratique un prix qui est un prix, pratiquement un prix de monopole, il va pratiquer un prix plus élevé. On est capable de les ranger, tous, de tous les prix, et on ne peut pas dire, de manière la plus générale possible, que le prix de Pareto, il est toujours inférieur au prix de Stackelberg, à cause, parce qu'on peut trouver des valeurs de paramètres, typiquement si lambda, si la pénalité n'est pas assez forte de satisfaction de demande, si le lambda n'est pas assez fort, ce n'est pas possible, même le Stackelberg peut être inférieur au prix de Pareto. Mais dans la situation naturelle, on va se retrouver avec un rangement des prix qui va être dans cet ordre. Le prix de Pareto, il est toujours compris entre ρC sur B moins θ et ρh plus pi. Et puis le prix de Stackelberg, il est toujours compris entre PF0 et puis PD. Et en fait, on peut montrer que PF0 il est inférieur à ρh plus pi, donc ils sont dans cet ordre. Et quand la pénalité, le lambda, devient très grand, PF0, il se rapproche de ρh plus pi. Donc comme P étoile, lui, vit sur cet intervalle, et que PD, P diamant, il vit sur cet intervalle, au bout d'un moment, les deux intervalles sont séparés, et donc on peut vraiment avoir cet ordre-là. C'est pas étonnant, hein. Je veux dire, si on avait trouvé qu'en général, le prix de Pareto était supérieur au prix de Stackelberg, là, c'était inquiétant. Donc, ce résultat dans cet ordre-là, très bien, on retrouve quelque chose de normal et naturel. La question qui est importante, c'est souvent, oui, d'accord, il diverge, mais de combien? Est-ce qu'il diverge beaucoup? Alors, bon, ça, je vais sauter, mais et là, je vais tout de suite montrer, par exemple, des résultats numériques pour illustrer la stratégie du producteur, la stratégie optimale du producteur, qui est, si je pars d'une situation, là, il y a deux situations, cette situation et cette situation. La situation qui est à gauche, juste j'essaye de vérifier que je me souviens bien, que c'est le bon côté. La situation qui est à gauche, pour ne pas se tromper, c'est on part de 0. Hein, c'est ça, hein? On part de 0. Je regarde. Est-ce qu'on part de 0? Je regarde. On part, le prix est très élevé. Oui, c'est bon. C'est ça. Et ça, donc là, à la date initiale, c'est un système électrique vide. Et il s'agit de choisir entre production centralisée et production distribuée. OK? Donc, j'en ai deux. Ici, c'est ce que ferait le social planner. Ici, c'est ce que fait le marché. Ici, ça, c'est le prix. Et ça, c'est la seule quantité qui m'intéresse, c'est combien il faut mettre en production distribuée. Puisque l'autre est déterminé, c'est toujours la demande résiduelle. Et puis ici, ce que j'ai mis, c'est différentes situations. Il y a un seul paramètre, il y a deux paramètres qui m'intéressent, la taxe carbone, et puis la flexibilité du système centralisé, parce que c'est lui qui est déterminant. Donc, imaginons, donc, le pire cas, il n'y a pas de taxe carbone. Le système est très peu flexible, et puis, voilà, on est là. Donc, que va faire le central planner? Le central planner, il voudrait mettre très peu de production distribuée. Que va faire le marché? Que ferait le marché? Regardez. Ah oui, la demande D, je l'ai prise à 50 gigawatts. Eh bien, il laisserait quasiment tout le marché à la production distribuée, et il ne mettrait que le complément. Il mettrait 3 gigawatts de production centralisée. Par contre, ces 3 gigawatts, il les ferait payer à 272 € du mégawattheure, quand Pareto fait payer l'électricité à 80. Voilà. Donc là, on est dans la situation que je disais. Le système, il est vide. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, le producteur, il regarde. Il dit, de toute façon, lui, il installe du brownien. Il va forcément avoir besoin de moi. Je vais investir un tout petit peu. Ça ne va pas me coûter des masses. Et par contre, à chaque fois qu'il y a, je vais lui faire les 272.
ce 272 est très très loin, à mon avis, du coût marginal de la production d'électricité investie. Mais par contre, là, c'est ce qui maximise son profit. Donc c'est ça la situation. Et puis les paramètres, si la flexibilité elle augmente, ben, il en met moins, les prix diminuent. Voilà. Ça, c'est la pire situation. Ça, c'est la pire situation. Mais nous, on est dans quelle situation? Nous, on est dans la situation inverse. On est dans une situation où le système électrique il est déjà construit. La quasi-totalité de la production a été installée de manière centralisée. Et puis en plus, il n'y a pas de taxe carbone. Donc on est de ce côté et on est dans un de ces deux régimes. Je ne sais pas exactement lequel. Pi égale à 0. Et je ne sais pas si on est plus ou moins flexible. Si le système il est extrêmement flexible ou pas flexible. Imaginons que le système ne soit pas très flexible. Pareto dit « je ne bouge pas ». Non, 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 ça veut dire « je ne bouge pas, je n'en fais pas ». Je ne bouge pas. Pourquoi? Ben, c'est normal. Pourquoi je vais désinvestir? Ça va me coûter un bras pour mettre une production qui va introduire du bruit dans le système, qui va créer des externalités. Et en plus, je ne considère même pas que la production centralisée, elle a elle-même une externalité. Donc ça n'a aucun sens, je ne vais pas en mettre. Et que ferait le marché? Le marché, il va laisser entrer uniquement 1 gigawatt, ou s'il est très flexible, il va en rester à 8 gigawatts. Donc c'est là que je dis, dans ces situations-là, eh bien, le marché dit, ben non, moi je suis déjà installé, je ne vois pas pourquoi je vais en plus payer des coûts d'investissement pour laisser rentrer une technologie qui va me prendre des parts de marché, en plus ça va me coûter. Donc il pratique des prix extrêmement faibles. Regardez 86 par rapport à 212. S'il y avait une taxe carbone, et si le système était super flexible, eh bien oui, ça marcherait. Ça marcherait. On verrait apparaître naturellement le producteur et dit oh, ok, très bien, je vais en laisser rentrer, je pratique des prix sans doute plus élevés que Pareto, mais j'en laisserai. Et regardez, le social planner, il en mettrait que 2, il mettrait 2 gigawatts, mais le marché, lui, il en laisserait rentrer 15 et il pratiquerait quand même un prix plus élevé. Mais il en laisserait quand même rentrer. Donc voilà. Donc je vais conclure parce que peut-être pour laisser, si vous avez des questions. Donc, je ne vais pas réitérer les questions, mais je vais parler plus des perspectives, parce que les perspectives... Donc, on a fait ce modèle, on travaille dessus, puis bon, il a certains défauts. Vous avez été très gentil, vous n'avez pas lancé des pierres. Et tout. Bon, il a un certain nombre de défauts, mais alors, d'abord, il a certains avantages. Premièrement, l'intermittence est bien prise en compte par rapport à d'autres modèles où, en fait, finalement, l'intermittence, c'est juste une variable binaire, produire ou pas produire. Tout. Là, l'intermittence, c'est vraiment le fait de prendre en compte à la fois dans la fonction de coût, de dire non, l'intermittence, elle induit un coût, il va falloir payer pour ce coût et de le prendre proportionnellement à la variance. À la fois, c'est très joli parce que ça rend utile les résultats qu'on peut trouver sur les histoires de Makin-Blasov et tout, même sans qu'il y ait un nombre infini d'agents. Juste, voilà, je dis la fonction de coût, il est un terme proportionnel à la variance. Donc ça c'est positif. En revanche, dans ce modèle-là, il y a la production distribuée, bon, il n'y a qu'une seule variable d'état, il nous en faudrait 2, bon, ça c'est pas très gênant, mais aussi, finalement, dans les fonctions de coût, il y a quelque chose qu'on ne fait pas très bien, c'est qu'on ne sépare pas bien le coût d'investissement dans la production et les coûts d'ajustement. Je m'explique. Je vais revenir là. Je ne vais pas dire que j'endors pas la nuit, mais enfin bon, quand même, ça me perturbe. Voilà. Dans la fonction de coût du producteur, il a une seule variable de contrôle qui est combien il installe, et ça va lui coûter H quand j'installe 1 MW, et si je veux bouger, finalement, ça va me coûter aussi H plus un terme delta. Donc il me faudrait en fait 2 variables de contrôle, combien j'installe de capacité, et combien ça me coûte d'ajuster. Il me faudrait aussi 2 variables. Mais quand on fait toute la liste de tout ce qu'il faudrait juste pour augmenter, en fait, ça multiplie le nombre de variables d'état par 2. Il m'en faut 2 pour le consommateur et il m'en faut 2 pour le producteur. Donc il faut augmenter un peu. Alors ça, c'est la première chose, ça c'est juste pour celui-là, truc. Mais on travaille aussi sur dire, mais j'ai considéré qu'il y avait un consommateur représentatif et pour la production distribuée, c'est surtout pas le cas parce que les consommateurs qui ont des panneaux photovoltaïques n'ont pas du tout les mêmes intérêts que les consommateurs qui n'en ont pas mis. Parce qu'il faut à un moment partager les coûts de réseau entre ces 2 catégories de consommateurs. Et les coûts de réseau, c'est une masse et il faut les répartir. Donc il y a un problème de répartition de la masse des coûts d'investissement du réseau entre les 2 types de consommateurs.
Donc on peut dire j'ai un consommateur représentatif pour des intérêts divergents. Ça c'est embêtant. Donc on travaille là-dessus avec Huyen pour dire finalement on va faire un modèle de concurrence entre producteurs, entre consommateurs avec panneaux et pas consommateurs sans panneaux. Mais là, ça devient plus dur, mais on a eu le temps. Bon, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je peux y répondre. Merci.